Que vient-on chercher dans la course à pied? Du lien social, un désir d'appartenance, un mieux-être, de la reconnaissance ou celui d'être aimé? On va aussi parfois chercher à se dépasser et à chercher ses limites. C'est ce qu'on va découvrir dans cette causerie numéro 2. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette causerie numéro 2 sur la course à pied. Alors, on a la chance, vraiment la chance d'accueillir celui qui va vraiment nous en parler, qui nous a déjà parlé dans cette causerie numéro 1 de cette course à pied, puisqu'on a vu courir de 1968 à nos jours. Dans cette causerie numéro 2, on accueille Olivier Bessy, prof d'université émérite à l'Université de Pau, mais aussi sociologue du sport et du tourisme. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Alors, on a parlé dans la causerie... Et merci de m'inviter. Dans la causerie numéro 1, on a parlé de la course à pied de 1968 à nos jours. On va parler de la quête de l'ultra. C'est bien ça, de 1991 à 2008. Oui. Donc la première période, c'était 1968-1990. C'est la révolution postmoderne, avec la société de consommation qui se développe. Et cette période-là, cette forme sociétale-là va évoluer progressivement avec une forme de radicalisation de la postmodernité. On parle d'hypermodernité. Donc l'hypermodernité, c'est de nouvelles valeurs autour d'une... Oui, vous nous avez amené des slides là-dessus. Voilà, donc autour de la logique, on est dans une logique d'illimitisme et même paroxystique du toujours plus, qui est surdéterminé par la mondialisation, recherche de performance, démesure, surenchère. On le voit à travers les courses de marathon qui deviennent de plus en plus rapides, les premiers 100 km, et avec les l'ultra-trail, notamment le Grand Raid de la Réunion, s'inscrit complètement dans cette hypermodernité où on cherche vraiment à augmenter l'expérience, à l'intensifier, à se mettre en spectacle pour se valoriser dans un souci de reconnaissance sociale. Ça va après même jusqu'aux réseaux sociaux qui... moi, j'ai vu beaucoup de trailers là, sur le Grand Raid avec les téléphones portables. Parce qu'on est dans une période de Grand Raid. On va revenir un petit peu quand même sur la causerie numéro 1 pour basculer sur cette causerie numéro 2, parce que en fait, on a bien vu qu'il y avait ce degré de liberté. On court, mais on n'est pas forcément licencié dans une fédération. On fait de la course à pied pour pas mal de causes. Et puis, on a parlé des femmes. La possibilité des femmes de pouvoir courir, c'était un long combat. Ouais. Et là, finalement, on se retrouve dans ces années, à partir des années 91, sur un autre débat qui est la recherche un petit peu plus long. On va faire des 100 km, c'est ça? Oui. Voire des trails ou des ultra-trails? Tout à fait. C'est les ultramarathons, c'est les courses nature-aventure aux quatre coins du monde. Et on a une forme d'intensification en fait de cette recherche de liberté, de plaisir qui va dans des formes extrêmes. L'hypermodernité, c'est la recherche de l'extrême, mais à chacun son extrême. C'est-à-dire que l'extrême de l'un n'est pas forcément l'extrême de l'autre, mais c'est bien le désir de se performer, d'aller toujours chercher la limite supérieure, de se sentir exister, vivant. C'est une métaphore de la vie, en fait, l'ultra. On a parlé de Michel Foucault, Surveiller et punir, etc. Cette liberté de Georges Bigarello aussi, sur cette possibilité de liberté du corps. J'ai comme l'impression qu'on assiste là à aller plus loin. On peut aller chercher plus loin l'extrême, c'est ça? Exactement. Avec son corps. La recherche de l'extrême permet finalement de tester, d'éprouver son corps dans des limites supérieures. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où le mental finalement peut venir en aide au corps pour faire des performances qu'on ne pensait pas réaliser. Aujourd'hui, quand le Grand Raid est créé en 89, les gens ils traitent ça de fou, ils se disent ce sont des fous. Alors c'est resté la diagonale des fous. Ça paraît impossible. 165 km, 10 000 mètres de dénivelé, mais voilà, c'est quelque chose qui paraît impossible. Or l'hypermodernité permet finalement, en développant ces valeurs d'extrême, de rendre ce qui était impossible possible, et pour une frange très importante de personnes qui font le Grand Raid alors qu'ils ne pensaient pas pouvoir le faire, des hommes, mais aussi des femmes, même si on verra que les femmes restent dans un pourcentage très minime. Mais c'est bien, effectivement, ce changement de représentation. On fait sauter les barrières culturelles, on fait sauter les verrous pour se dire, ben voilà, je peux aller m'explorer, je peux me lancer ce défi-là, il est à ma portée, à condition que je m'entraîne un petit peu avant pour préparer musculairement, mais
c'est pas plus difficile que de faire un 5000 mètres en 13 minutes et 30 secondes. Quoi, hein. Ouais. Hypermodernité, parce que vous choisissez la date, hein, 1991. On peut définir un peu ce que pourrait être l'hypermodernité. Vous êtes, on rappelle, sociologue, mais spécialiste aussi du tourisme. Oui. C'est quoi l'hypermodernité à cette époque-là? L'hypermodernité, c'est une radicalisation de la modernité et de la postmodernité d'avant. C'est-à-dire qu'on va chercher à aller plus loin, hein, dans l'intensification de son expérience. Hein, on va vraiment aller rechercher des sensations encore plus fortes. C'est le toujours plus. C'est toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut. C'est le développement de l'alpinisme, des grandes courses dans l'Himalaya. C'est les grands marathons, les courses de 100 km, les ultra-trails, le raid gauloise. Toutes ces pratiques où on va aller chercher à dépasser des limites, à se dépasser soi-même, en allant flirter avec des altitudes, avec des distances, avec des dénivelés jamais connus jusqu'ici. En fait, c'est l'illimitisme. C'est lié aussi un peu au milieu de l'entreprise aussi, peut-être. Complètement. Le culte de la performance, l'ouvrage d'Alain Ehrenberg date de 91. On est en pleine période. Alain Ehrenberg, hein, je rappelle. Voilà, Alain Ehrenberg. On est en pleine période où la société française est irriguée par la recherche de la performance dans le monde entrepreneurial, qui transfère ça dans le monde sportif, incarné par la figure de Bernard Tapie, par exemple. Là, en fait, sur la diapo, sur le troisième petit alinéa, hein, qu'on va voir, il y a aussi ce côté de découvrir de nouveaux horizons, hein, et exotiques. Donc on est là à l'île de la Réunion, et notamment sur le Grand Raid. Ça se différencie de l'ordinaire, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que l'hypermodernité, c'est passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et si le Grand Raid connaît l'engouement qu'il connaît, c'est parce que chez les métropolitains, et j'en ai encore interrogé là, c'est qu'ils vont pouvoir vivre une expérience exotique dans un ailleurs qui les fait rêver et qu'ils ne trouvent pas en France. Le Grand Raid des Pyrénées, l'Ultra Trail du Mont Blanc, ils aiment bien, mais c'est des paysages qu'ils connaissent. Et là, faire un ultra à La Réunion avec un décor époustouflant, un parcours taillé dans le vif des plus beaux paysages, c'est quelque chose qu'ils recherchent. C'est une nature traversée Mafat. Voilà, c'est une nature qu'ils ne connaissent pas. On pourrait parler de tourisme. D'ailleurs, vous nous avez apporté voilà, une slide aussi, hein, la suivante, qu'on peut regarder. Ouais. Sur, justement, c'est une évolution aussi touristique. Et est-ce que le monde du tourisme va s'accaparer, finalement, ses pratiquants? Tout à fait. L'hypermodernité, c'est aussi la mise en tourisme des territoires qui ont bien compris qu'ils avaient intérêt à développer ces événements de course à pied pour se développer touristiquement parlant. Et on va naître aux quatre coins de la planète des courses dans l'Himalaya, en Afrique autour de Kilimandjaro, en Asie, partout en Europe, dans le monde entier. Et on passe finalement de la figure du globe-trotter qui existait déjà, parce que le voyageur, le voyageur, faire le tour du monde à pied qui faisait le tour du monde, au globe runner, qui sur le même modèle, dans cette logique du toujours plus, va chercher à aller toujours plus loin, toujours plus d'exotisme, toujours plus de découvertes, en allant dans des contrées, parfois même inhospitalières, en Amazonie, dans le désert. C'est l'époque de la naissance du Marathon des Sables, qui est pour moi un des avatars les plus symboliques de l'hypermodernité. Ouais, il y a aussi cette possibilité de voyager, de l'accessibilité au voyage, hein, à cette époque-là. Exactement, ça coïncide avec cette accessibilité au voyage, en lien avec les premiers grands tours opérateurs, terres d'aventure, nomades, qui se développent et qui proposent des treks. Mais là, les gens qui font des treks au coin du monde, après ils se disent ah tiens, mais je peux aussi faire le Paris-Dakar en courant, je peux faire Paris-Pékin en courant, voilà. Vous avez quelques photos et quelques images justement pour nous illustrer voilà, ces propos. Ouais. Et oui, sur ce côté touristique, on va dire, est-ce que finalement les courses, elles, vont faire des liens avec, par exemple, des organismes de tourisme? Est-ce qu'elles vont se mettre en lien d'un point de vue économique? Alors, au départ, non. Parce qu'elles sont créées par des passionnés de la course à pied. Mais très rapidement, en voyant l'engouement que connaissent ces courses, les collectivités territoriales dans le monde entier, en lien avec les organismes de tourisme, vont commencer, et puis aussi il y a des entreprises privées qui se créent, à faire de ces événements des grands rendez-vous touristiques qui permettent de générer des retombées, que ça soit sur le Marathon des Sables dans le désert marocain
que ce soit le raid gauloise sur différents territoires ou les ultra-trails comme la Réunion qui depuis 89, depuis donc plus de 30 ans, fait venir sur l'île de la Réunion des gens qui seraient peut-être jamais venus. Voilà, il y a la grande traversée au départ, mais Voilà. c'était quand même Alors, on va dire, très peu touristique. Non, là-bas. au départ, c'était très local. Jusqu'en 95-16, c'est local. Et l'internationalisation, la dimension touristique, c'est la fin des années 90. Oui, c'est ça. Après, il y a vraiment ce développement. Alors, on est là sur des disciplines, on va dire, extrêmes, longues. Il y a aussi, on entremêle aussi le côté du 100 km, parce qu'il y a eu le 100 km de Millau, on y revient sur la causerie numéro 1, qui a aussi emmené, on se rappelle de Serge Cotreau, qui a entraîné voilà, sur le 100 km et popularisé en fait l'entraînement. Ouais. On peut faire du 100 km, on ne fait pas forcément que du marathon. Il y a ça aussi, non ? Dans l'hypermodernité, effectivement, le 100 km, comme les ultra-trails, c'est le symbole de l'hypermodernité. On est toujours plus. Le marathon 42, c'est pas suffisant, on va aller faire un 100 km. Et Millau existe toujours aujourd'hui avec l'engouement qu'on leur connaît, grâce à Serge Cotreau, qui amène le 100 km bien avant finalement la date que je choisis pour faire débuter l'hypermodernité, puisque le 100 km de Millau se crée au début des années 80. Donc Millau est en avance sur son temps. Et on s'aperçoit que les courses qui aujourd'hui résistent le mieux à la concurrence, c'est les courses qui sont en avance sur son temps. 100 km de Millau, le Grand Raid de la Réunion, grâce à la Marche des Cimes 89. Donc ils ont amené de nouvelles façons de courir dans ce rapport à l'extrême qui fait qu'ils ont un héritage historique qui leur permet d'être nettement en haut de la pyramide, quoi. Alors, justement, on parle de Serge Cotreau, qui a été un grand entraîneur français qui faisait du 1500 de la piste, on en parlait dans la causerie numéro 1, qui s'est mis au 100 km et qui l'a vraiment vulgarisé, la pratique, popularisé, l'entraînement. Est-ce que ça n'a pas eu un effet aussi, parce qu'il a sorti un livre sur l'entraînement, comment s'entraîner? Est-ce que ça n'a pas permis aussi une entrée, justement, dans cet extrême? Bien sûr, Serge Cotreau fait partie des personnages emblématiques donc sur Millau, à travers les stages qu'il organisait, les ouvrages qu'il a pu sortir et la course donc des 100 km de Millau qu'il a organisé, à faire évoluer les représentations des coureurs en disant mais voilà, j'ai fait un marathon, demain je peux faire un 100 km et puis après je peux faire un ultra trail. Et après, on a eu Belvès, on a eu beaucoup de bastions, un peu comme Marvejols-Marne en fait, parce qu'on parlait de Marvejols-Marne, causerie numéro 1, qui était le bastion de la course hors stade, un peu de la lutte. Ça s'est un peu déplacé aussi sur le 100 km de Millau. Oui, Belvès est créé quelques années plus tard, à la fin des années 80, et s'inscrit complètement dans l'esprit des 100 km de Millau. Et l'épreuve de 100 km, entre 90 et 2008, donc sur cette seconde révolution, le nombre de 100 km ne fait qu'augmenter. Comme le nombre de courses nature-aventure ne fait qu'augmenter, le nombre de raids qu'augmenter, et les ultra-trails aussi. Donc l'évolution quantitative de ces grandes courses montre bien que cette offre-là, si elle est créée, c'est que ça répond à une demande. Là, on est effectivement sur des courses encore sur route, et avec les tenues de course sur route, on va faire du 100 km en short, en débardeur et petites chaussures, c'est ça encore à l'époque. À l'époque, oui. Et après, va arriver s'entremêler cette course dans la nature, parce qu'on va aller après... Alors, elle existait déjà, la course en montagne. Oui, tout à fait, mais c'était réservé. Elle était quand même... La course en montagne, c'était quand même réservé à une élite. C'était par rapport à ce qu'elle a raconté tout à l'heure dans la nouvelle offre de la postmodernité, le type de course qui était le plus fédéral. Et on avait des formats qui étaient courts et qui étaient complètement, je dirais, régis par les fédérations. Le passage de la course de montagne à la course de nature-aventure par étapes, telle que la grande course du Verdon, par exemple, ou les ultra-trails en one-shot, la Réunion, les Templiers et puis l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, c'est vraiment ça, quoi. C'est rechercher en milieu naturel davantage de difficultés avec des changements climatiques, avec de l'altitude, pour augmenter, intensifier l'expérience vécue et intensifier finalement la valorisation de soi. Je dirais que on se met dans une position de servitude volontaire, on choisit son propre joug, mais au final, c'est
la valorisation, la reconnaissance sociale. J'ai fait l'UTMB, j'ai fait le Grand Raid, ça claque. Oui, c'est ça, c'est la médaille estampillée Grand Raid. J'ai survécu. C'est symbolique. C'est le t-shirt, c'est la polaire qu'on arbore sur la place à Chamonix, où là, moi hier, je me promenais sur l'île et je voyais que des gens avec des t-shirts jaunes, j'ai survécu au Grand Raid, quoi. Donc il y a plein de modes finalement ou de motivations, c'est ça aussi, c'est-à-dire que les motivations peuvent être multiples, oui. On l'a vu un peu dans la causerie numéro 1, mais là on va en parler un petit peu plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être reconnu, finalement, il faut faire le Grand Raid parce que c'est quelque chose de valorisant. Oui. Mais on a aussi certaines personnes qui vont y aller pour le côté de la contemplation, non, du paysage. Dans les ultras, il y a 3 modes d'engagement, pour faire simple. Il y a le mode d'engagement compétitif, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui performeurs. Les performeurs, les compétiteurs. Ah, la nuance est importante. Ouais, alors les compétiteurs qui cherchent une place et une performance qui est normée, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait moins de 20 heures à l'UTMB ou j'ai fait moins de 24 heures au Grand Raid. On sait que là, on est dans le top du top. C'est les compétiteurs, c'est inférieur à 5%. C'est les 100 premiers, grosso modo. Et après, on a tout le gros peloton des performeurs. À peu près 75%, c'est les gens qui viennent pour vous dire, je vais terminer, mais en optimisant mes ressources, donc je vais terminer dans le meilleur temps possible. Je pars doucement, j'assure, je vois que je peux finir, j'accélère, et si je peux faire moins de 35 heures, c'est super. C'est les performeurs, alors à des degrés divers. Il y a la cool performance, il y a la hard performance, il y en a qui se rapprochent des compétiteurs. La cool performance. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent, je veux finir, je veux profiter, je ne suis pas vraiment sur la performance, mais si je peux quand même la faire ou en faire une correcte, je vais quand même la tenter. Mais elle n'est pas forcément au départ, elle se dessine au fur et à mesure. Et ceux-là sont frontaliers avec ce que j'appelle les découvreurs, les défricheurs, ceux qui sont dans l'introspection, qui viennent là pour, avant tout, vivre la réunion, finir, mais peu importe le temps. Ils s'en foutent complètement du temps, ils sont prêts à rester, dormir, manger, aller faire des courses à l'épicerie de la Nouvelle, c'est pas grave. Ce qu'ils veulent, c'est profiter, mais arriver dans le temps imparti quand même. On avait une... Il faut des photos aussi, oui, on avait une causerie justement là-dessus avec, on citait le sociologue allemand Hartmut Rosa sur l'accélération, l'aliénation. Est-ce que ces personnes-là ne veulent pas décélérer ? Alors exactement, ces personnes-là, ce troisième... Alors, toute l'ultramodernité rejoint la théorie de Hartmut Rosa sur l'accélération de notre société. C'est complètement en lien avec la société capitaliste, la mondialisation, l'accélération de la société, la spectacularisation de soi. Et donc, effectivement, ce troisième groupe annonce la troisième révolution, des gens qui vont être dans la décélération et rechercher à prendre davantage leur temps, donner davantage de sens à leur engagement, être dans une meilleure éthique, être dans de la solidarité avec les autres, davantage contempler les paysages. Donc ils sont dans un nouvel univers que j'appelle moi un univers hybridé entre la transmodernité qui est quand même toujours présente, parce qu'ils vont quand même chercher à se mettre dans l'extrême, dans le dur, mais en revenant aux valeurs initiales de la course à pied, qu'on a pu voir dans la causerie numéro 1, dans la postmodernité, et qui correspondent à ce qu'on appelle l'esprit trail. Ouais, ce fameux esprit. Mais c'est vrai qu'on est aux prémices de la décélération, mais dans cette quête de l'ultra de 1991 à 2008, il y a aussi, vous avez nous présenté une stat entre la réalité et la fiction. Hein. Tout à fait. On est là-dedans. Hein. Voilà. C'est vraiment... Exactement. Vous pouvez nous en dire plus un petit peu, justement ? Mais disons que... le coureur, il va chercher à se performer et il va essayer de s'éprouver et d'être dans une réalité de pratique qui va lui permettre d'accumuler des bénéfices symboliques. Et ça, alors, s'il termine le Grand Raid et qu'il y arrive, il est gagnant et il atteint son objectif. Mais ça peut aussi rester finalement un rêve. On parle de rêve hypermoderne, une fiction qui est imposée par les médias à force de slogans, d'images. Beaucoup de gens sont contaminés par ces valeurs de l'hypermodernité et soit ils s'entraînent mais ils n'arrivent pas à s'inscrire, soit ils s'inscrivent mais ils n'arrivent pas à finir et ça reste pour eux un rêve. Et c'est le mythe de Sisyphe où je pousse mon rocher jusqu'en haut de la montagne mais j'arrive toujours pas à le pousser jusqu'en haut et il me tombe dessus et je redescends en bas de la montagne. Et c'est resté du coup une fiction. Oui, on est presque là sur des images
finalement de l'estime de soi et travaillent sur l'ego, mais parce que les médias le permettent, c'est ça? Exactement. Les médias sont dans cette dynamique et ces valeurs-là. Elles sont dans comment dirais-je, elles favorisent la spectacularisation de soi à travers tous les outils médiatiques que l'on peut connaître aujourd'hui. Vient se greffer le culte de la performance aussi avec ça dans une entreprise, parce qu'on a le milieu de l'entreprise, on a quand même des catégories socio-professionnelles aussi qui viennent, qui sont assez aisées, non? Alors, sur les CSP, au départ, c'était effectivement plutôt des CSP favorisés. Je pense qu'elles sont encore toujours majoritaires, mais dans les interviews que j'ai fait là récemment, j'ai quand même pu voir qu'il y avait des employés et même des ouvriers et des ouvrières, ce qui est quand même assez nouveau. Donc on a une forme de diffusion sociale de l'extrême, et donc ces grandes épreuves d'ultra commencent à se massifier. Je dirais pas qu'elles se démocratisent, parce qu'on est loin d'une représentativité égale entre toutes les catégories sociales. Ça reste quand même assez privilégié par les catégories favorisées, mais doucement, progressivement, le phénomène se massifie, se diffuse dans la société. Je préfère parler de diffusion sociale que de démocratisation. Démocratisation, ça veut dire que tout le monde, quelle que soit sa position sociale, a la même chance d'accéder à l'égalité des chances au départ, c'est pas ce qu'on veut dans la course à pied. Oui, mais c'est pas forcément le cas à l'arrivée. Il y a aussi des répercussions sur le territoire, hein, je crois aussi. C'est très important parce que, je vous rappelle, hein, vous êtes aussi sociologue du sport, mais aussi du tourisme. Donc, il y a vraiment des vecteurs de développement touristique et du territoire grâce à ces pratiques aussi. Ah oui, alors dans la première évolution, c'est juste émergent. Les territoires n'ont pas compris forcément l'intérêt. On reste essentiellement dans le champ sportif. Et dans cette révolution de l'hypermodernité, là, on bascule dans le champ du tourisme. On se rend compte que ces grands événements extrêmement participatifs, mais permettent des retombées économiques directes et indirectes très importantes pour le territoire, augmentent la notoriété et la valeur ajoutée. Si on reste à La Réunion est connue aujourd'hui par des gens qui sont venus pour la première fois parce que il y avait le Grand Raid et il ne serait peut-être jamais venu. Donc touristiquement, aujourd'hui, c'est l'événement le plus porteur et de loin pour créer une dynamique touristique au départ de la métropole. Oui, d'accord, mais cependant, après, il faut s'entraîner pour. C'est-à-dire qu'il y a cet effet touristique, mais on n'y vient pas pour faire de la randonnée. On y vient pour faire une pratique sportive. Oui, non, on peut y venir faire de la randonnée. C'est une forme de tourisme de randonnée, mais il y a aussi du tourisme événementiel du type tourisme ultra à travers le Grand Raid, qui fait que ce sont des gens qui viennent, mais qui ne sont pas forcément très entraînés. Moi, j'ai interviewé des gens qui avaient un entraînement minimal pour ne pas avoir trop mal aux jambes, mais ils ont fini en 63, 64, 65 heures. Et ça, c'est l'avantage du Grand Raid, c'est que les barrières horaires sont beaucoup plus souples que dans d'autres ultras. Par rapport à l'UTMB, il y a 20 heures de plus pour le terminer. Donc, il reste plus difficile pour les meilleurs, parce que le dénivelé est plus important. Et la technicité demandée aussi, avec des descentes, un relief très chaotique, on va dire. Alors que pour les gens qui sont dans la découverte, 20 heures de plus, ça rend finalement l'épreuve plus facile que d'autres. Même si plus le temps est long, plus c'est fatigant. Et quand on voit comment ils arrivent, mais s'ils gèrent bien leur allure, finalement, c'est plus facile de terminer le Grand Raid que de terminer l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Pour moi, c'est une évidence. Le Grand Raid est né en 1989. L'Ultra Trail du Mont Blanc, lui, 2003. C'est ça. Donc, mais est-ce qu'il y a eu des inspirations internationales? Parce qu'on parle aussi des courses aux États-Unis. On n'en a pas trop parlé, mais est-ce qu'il y a eu des influences, on va dire, internationales, notamment comme la Western States ou Leadville, des choses comme ça? Parce qu'on parle aussi de Millau, je crois aussi, d'Ultra Trail, des Templiers, qui a aussi été inspiré. Il y a tout ça aussi. Alors, qui vient bien entendu, les ultra-trails se créent d'abord aux États-Unis. Le 100 miles, tout part de là. Vous citiez la Leadville, la Western State, la Hard Rock. Les ultras se développent d'abord aux États-Unis et viennent en France après, c'est clair. La Réunion, de mon point de vue, ça n'est pas forcément beaucoup inspiré. C'est plus les Templiers avec Gilles Bertrand qui va faire un tour à la Hard Rock, revient et se dit « Oh là, il y a un truc à faire ». Et c'est vrai que le premier à créer un ultra en métropole, c'est les Templiers. Sauf qu'il ne faut pas oublier quand même que des choses qui sont passées avant à La Réunion.
Oui. Et la Réunion, la Réunion, pourquoi? Parce que c'est une terre d'extrême. Il y a l'héritage de l'esclavage et le rapport à la montagne, c'est un rapport où on va vraiment chercher à dominer cette montagne, à aller se confronter à cette montagne pour les habitants des cirques et autres. Et le rapport à la montagne, à la Réunion, il est particulier. Et c'est pas un hasard si les ultras finalement sont créés d'abord à la Réunion et après en métropole. Influencés par les États-Unis. Oui. Alors, on a vu sur cette causerie numéro 1 de courir de 1968 à nos jours, il y avait une certaine éclosion de cette liberté de courir hors stade et une diversité. On voit sur cette quête de l'ultra, sur cette causerie numéro 2, on va vraiment vers l'ultra. Ouais. Donc, vous allez préparer aussi finalement un nouvel ouvrage qui sera après 2008, c'est ça ? Le troisième tome, parce que qui va bientôt sortir. Alors le deuxième tome, c'est voilà, de l'ultra sort à la fin de l'année, c'est ça. Mais l'ouvrage global s'appelle Courir 68 à nos jours, avec 3 tomes. La causerie numéro 1 était le tome 1, causerie numéro 2 le tome 2, et il y a un tome 3 qui va être écrit en 2023 et sortir, j'espère, à la fin de 2023, qui va parler de la période la plus récente de 2008 à aujourd'hui, qui s'appelle l'archipel de la course à pied. Pourquoi l'archipel? Pour imager le fait que la course à pied aujourd'hui, elle est atomisée en plusieurs petits îlots et que chacun va choisir des niches, non? Des niches. Oui, on peut l'évoquer, mais on a UTMB, by UTMB, on a la Golden Trail Series d'une certaine marque qui s'appelle Salomon. Exactement. Voilà, et pas mal de choses, la FFA aussi. Un éclatement des modalités. Alors, je crois que vous avez une petite conclusion justement sur ce chapitre à nous proposer. Oui. Mais disons que sur la quête de l'hypermodernité, ce qui se conjugue, c'est des enjeux finalement de société. Ça épouse les valeurs de la surenchère, de la démesure, du toujours plus, de l'illimitisme. On est vraiment dans l'illimitisme, c'est ça. Mais aussi des enjeux territoriaux qui se conjuguent finalement, ces deux types d'enjeux, pour finalement renforcer, valoriser les identités des pratiquants, mais aussi les identités territoriales des régions qui les reçoivent. L'identité réunionnaise, aujourd'hui, elle se construit aussi à travers le Grand Raid. Et donc, on a de multiples innovations qui contribuent à rendre ces deux enjeux extrêmement prégnants. C'est tout ce qui relève, finalement, d'un ancrage territorial qui est vraiment travaillé. On le voit à La Réunion. On le voit à La Réunion. Gros ancrage. Gros ancrage. Et comme on l'a vu à New York aussi. Oui. C'est des événements qui respirent leur territoire, qui ne sont pas posés comme des soucoupes volantes, mais qui sont pensés par, avec et pour le territoire. C'est ça qui fait leur force. On a un métissage des positionnements, c'est-à-dire que le Grand Raid se positionne à la fois pour l'élite, pour les performeurs et pour les découvreurs. C'est très important de voir toutes les populations qui puissent accéder, en fait, l'accessibilité. Voilà. On a une hybridation des modèles de référence, le modèle compétitif, performatif, mais aussi le modèle découverte touristique. On a une densification de l'offre, 4 courses, ici, 8 courses. Oui, ça a explosé d'ailleurs, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a une diversification des formats. Voilà, et densification de l'offre qui fait qu'aujourd'hui, au sein de chaque événement, il y a 3, 4, 5, 7, 8 courses. Et on a aussi une densification de l'offre. Aujourd'hui, on est à peu près à une centaine d'ultras et à 4500 courses de trail, alors que les ultras, il y a 20 ans, il y en avait 2. Oui, voilà. C'est énorme. Et du coup, un renforcement de l'accessibilité, ça c'est évident. Alors, on peut évoquer en dernier ressort les limites de ces grandes épreuves et de cette phase de l'hypermodernité en lien avec un certain nombre de dérives économiques, de marchandisation, de Disneylandisation de ces grands événements. On a pu voir aussi peut-être sur le Ultra-Trail du Mont-Blanc, avec des marques en fait qui viennent, mais c'est le secteur économique qui vient aussi greffer. Et qui prend le pas sur la dimension un petit peu sportive. Dérives économiques qui viennent un peu percuter des exigences environnementales de plus en plus importantes dans la mesure où ces événements doivent laisser des empreintes écologiques les plus modestes possibles, ce qui est pas le cas, parce que plus on augmente le nombre de coureurs, on augmente le nombre de spectateurs, et du coup ça fait des masses de personnes qui viennent au même endroit, et si en plus elles prennent l'avion, comme c'est le cas à La Réunion, l'empreinte écologique du Grand Raid, elle est quand même sacrément importante.
On va clore cette causerie numéro 2. Je vous rappelle la quête de l'Ultra 1991-2008. C'était vraiment passionnant. Olivier Bessy, je vous rappelle, vous êtes prof émérite de l'Université de Pau. Vous êtes sociologue du tourisme et du sport ou du tourisme, les deux, mais en tout cas, vous êtes passionné. On rappelle aussi cet ouvrage que vous avez écrit en 2002. Oui, mais toujours vraiment excellent à relire. On est en plein dedans. En pleine hypermodernité, du coup. Exactement. Donc, on espère, nous, vous proposer dans les mois à venir peut-être une causerie 3 ou 4, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être passé sur ce plateau des causeries. On vous souhaite plein de bonnes choses et surtout courez, c'est bon pour la santé. Exactement, et je voudrais te remercier Eric et remercier toute l'équipe pour cette belle séquence de partage et d'émotion. À bientôt.